Imaginons que des extraterrestres veuillent entrer en contact avec nous. Ils observent notre façon de communiquer et constatent que nous parlons. Et ce, dans de nombreuses langues différentes. Jusqu'ici, tout va bien, pense-t-il. Mais tout à coup, ils assistent à ceci. Que font tous ces gens? Et pourquoi? Pourquoi les êtres humains ont-ils le langage et la musique, ces deux canaux de communication? Peut-être que chanter n'est pas une drôle de façon de parler, mais que parler est une drôle de façon de chanter. Mais alors, les chants des supporters, les chorales ou encore Taylor Swift seraient-ils notre langage originel? Quel pouvoir possède le chant pour que 80 000 personnes en habits de lumière se rendent à un concert? Pourquoi chantons-nous? Avant même de venir au monde, avant de pouvoir voir et sentir, nous percevons déjà le monde extérieur grâce à ces sons. On entend avant même notre naissance, notamment la voix de notre mère. On ne perçoit pas les mots qu'elle prononce, mais la musique, la mélodie et le rythme de sa voix. Le fait que ces expériences in utero aient quelque chose de chantant pourrait expliquer pourquoi le chant reste plus tard une source de réconfort et de connexion. Dans le ventre de notre mère, nous commençons à entendre, mais aussi à développer les premiers signes de musicalité. Dès la 16e semaine de grossesse, les fœtus réagissent au son de la flûte. Quant aux nouveau-nés, ils reconnaissent déjà un rythme. À croire que nous sommes faits pour percevoir les mélodies et les chants. Partout dans le monde, les gens chantent pour leur nouveau-né. Même les mères sourdes, qui n'ont jamais entendu le son de leur propre voix. Si leur enfant est entendant, elles lui fredonnent des chansons. Et ces chants semblent rendre les bébés plus heureux. Une étude de l'université de Yale a démontré que les bébés à qui on chante plus souvent étaient globalement de meilleure humeur. Et pas seulement durant l'écoute. Quel est cet élixir qui nous rend tous heureux quand on chante? L'attention, la chaleur humaine, la nourriture, les soins sont bien sûr extrêmement importants. Mais ce lien verbal et ce contact acoustique font qu'un sentiment reste comme suspendu dans la pièce. Quelqu'un est là et toujours disponible pour moi. On retient qu'au début de la vie, le chant joue un rôle important pour la communication, la proximité et la connexion. D'accord, mais même plus tard, le chant semble continuer à nous accompagner. Nous dépensons des fortunes pour nous rendre à des concerts, nous encourageons notre équipe avec des chants et bien d'autres choses encore. J'ai observé récemment un événement qui s'est produit à Toronto. Des gens se sont réunis dans une salle de concert un mardi soir pour chanter ensemble leur propre concert. Ils ont payé pour pouvoir chanter et ils se sont énormément amusés. Pourquoi des inconnus, qui ne sont pas forcément musiciens, se regroupent-ils pour chanter ensemble? Peut-être n'est-ce pas le chant. Peut-être sommes-nous juste accros à la musique. Voyons d'ailleurs quel style nous plaise le plus. Selon le Centre allemand d'information sur la musique, les genres les plus populaires en Allemagne sont le pop-rock, suivi par les vieux tubes et la variété. En France, la pop et la chanson française occupent le haut du classement. Bref, presque que de la musique avec du chant. Les genres instrumentaux, comme le classique ou le jazz, semblent de leur côté moins populaires.
Notre cerveau ferait-il la différence entre la musique instrumentale et la musique vocale? Ça, c'est le cortex auditif. On y trouve des cellules qui réagissent davantage au son d'une voix chantée qu'à une voix parlée ou à de la musique instrumentale. Même si quelqu'un parle sur de la musique, la réaction n'est pas la même. La voix humaine chantée semble occuper une place particulière dans les zones du cerveau responsables de l'audition. Le chant représente donc quelque chose de particulier pour notre cerveau. Et le fait que nous y réagissions plus fortement qu'au texte parlé semble indiquer que le contenu des chansons n'est peut-être pas si important. Bien sûr, nous avons tous en tête la phrase d'une chanson qui semble avoir été écrite spécialement pour nous. Mais nous aimons aussi les opéras italiens, la pop coréenne ou les chansons de l'Eurovision, même si nous n'avons parfois aucune idée de ce que disent les paroles. Enfant, j'aimais beaucoup écouter des chansons en anglais, de la pop britannique, alors que je n'en comprenais pas un mot. Et je pense que ce côté personnel, vocal, chantant, avec une belle mélodie, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Mais le chant parfait existe-t-il? Après tout, chanter, ça peut être ça, ou encore ça, et aussi ça, ainsi que ça. Ding dong, ding dong dong. Et là, peut-on encore parler de chant? Comment notre cerveau sait-il quand il doit activer le mécanisme de traitement du chant? On est capable de différencier très précisément si quelqu'un chante ou parle. Cela s'explique par le fait que le chant et la parole ont des caractéristiques acoustiques bien distinctes. Lorsque nous chantons, nous tenons les notes plus longtemps et à une hauteur stable. Cette caractéristique s'applique au chant partout dans le monde. Et qu'en est-il de la mélodie et du rythme? Ne sont-ils pas, eux aussi, spécifiques au chant? On ne parle pas comme ça, on trouverait ça vraiment bizarre. Partout dans le monde, il y a un rythme et une mélodie dans la voix quand on s'exprime. Cela sert à communiquer des sentiments et à mettre en valeur certaines affirmations. La mélodie est toujours présente, mais on ne l'aperçoit pas forcément, car contrairement à la musique, elle ne se répète pas et n'a pas de structure. Il y a manifestement un lien étroit entre la parole et le chant. Et il n'est pas toujours possible de dire exactement où finit l'une et où commence l'autre. Par exemple, que fait le rappeur Pete dans cette chanson? Les frontières s'estompent. Peut-être le chant n'est-il effectivement qu'une drôle de façon de parler. Si on observe les zones du cerveau responsables de la parole, elles se trouvent principalement dans l'hémisphère gauche. En revanche, on utilise les deux hémisphères pour chanter, avec peut-être même une légère prédominance pour le côté droit. Le chant n'est donc pas subordonné au langage, bien au contraire. Nous utilisons davantage de zones de notre cerveau pour chanter que pour parler. Le cerveau fait une distinction claire entre ces deux formes de communication. Il est possible que ce soit la raison pour laquelle on dispose des deux. Peut-être que le chant n'est pas une drôle de façon de parler. Peut-être que la parole est une façon particulière de chanter, qui est moins exigeante et qui sollicite moins le cerveau. Alors dans ce cas, la question n'est peut-être pas de savoir pourquoi nous chantons, mais pourquoi nous avons aussi besoin du langage. Imaginez qu'une personne marque une pause d'1 seconde entre chaque syllabe lorsqu'elle parle. Elle n'arriverait jamais au bout de sa phrase. Pas faux. Pour partager des informations au quotidien, le langage est quand même beaucoup plus efficace.
Le chant a donc forcément une autre fonction. Une fonction si importante que notre cerveau nous récompense même pour cela. Car lorsque nous chantons, nous produisons des hormones du bonheur. Des études sur la perception révèlent que lorsque vous écoutez une musique que vous aimez beaucoup, cela active les centres de récompense du cerveau qui sont aussi stimulés par certaines drogues. Une musique que vous aimez beaucoup peut donc vous procurer la même récompense que la cocaïne. Et si vous chantez sur cette musique, l'effet est encore plus intense. Si chanter nous rend si heureux, il n'est pas étonnant que nous le fassions partout dans le monde. Et pour les mêmes raisons, nous chantons pour nos enfants ou pour danser, nous connaissons partout des chants de guérison et bien sûr, des chansons d'amour. Cela fait-il du chant une sorte de langage universel ? C'est ce que des chercheurs de l'université de Harvard ont voulu savoir. Ils ont diffusé à des personnes des chansons issues de différentes cultures afin de voir si elles identifiaient à quelle occasion elles étaient entonnées. Je dirais que c'est une chanson d'amour. Mais avec deux chanteurs, c'est bizarre. On dirait presque une chanson triste. Mais je suis peut-être complètement à côté. Ça semble triste. Une chanson de deuil ? Je dirais que c'est une chanson d'amour. C'est ça ? Pour moi, il y a un petit côté chamanique. Je la classerais plutôt dans la catégorie guérison. C'est très rythmé, mais aussi envoûtant. C'est une chanson de guérison ? Je dirais que c'est une chanson médicinale. Une chanson de guérison. Selon l'étude, ce sont les chants d'amour que nous reconnaissons le moins facilement. En revanche, nous identifions assez souvent les chansons à danser et les berceuses. Que ce soit dans la tristesse ou la joie, même si les codes culturels nous sont étrangers, une chose semble être universelle. Nous partageons nos sentiments en chantant. Ce qui est parfois difficile à exprimer avec des mots peut l'être en chanson. Le chant nous relie les uns aux autres. Et c'est peut-être là son secret. Je pense que l'hypothèse la plus répandue, c'est que le fait de chanter ensemble, c'est-à-dire avec toute la communauté villageoise, a apporté un grand bénéfice à la vie culturelle et sociale. En musique, on retrouve certaines hauteurs de sons fixes, ainsi que certains rythmes prévisibles. Évidemment, s'il y a moyen de prévoir ce qui va se passer, on peut s'y adapter. Et on peut y participer de manière synchronisée. Cela ne fonctionne pas aussi bien avec le langage. En revanche, c'est très présent en musique. Et c'est peut-être en cela qu'elle est un bon ciment. Le chant a donc pu jouer un rôle décisif dans l'évolution de l'humanité, comme une sorte de ciment social qui nous a facilité la vie en groupe et nous a ainsi permis de devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Une thèse intéressante. Mais est-elle vraie pour autant ? Quand avons-nous commencé à chanter ? Et lequel des deux est apparu en premier ? Le chant ou le langage ? C'est l'œuf ou la poule. Je pense qu'il y a deux pistes. Une qui mène à la biologie et l'autre à la culture. Commençons par la biologie. Que nous révèle notre corps sur l'origine du langage et du chant ? Si on en croit les fossiles de nos ancêtres, deux évolutions ont joué un rôle. La première, nous avons appris à mieux contrôler notre respiration, ce qui nous permet d'expirer l'air de manière longue et régulière. On utilise les muscles intercostaux quand on respire, parle ou chante. Et on les contrôle aussi bien que nos doigts. Cette respiration prolongée nous permet d'apporter du rythme et de la mélodie à la voix. C'est une condition préalable pour chanter. Deuxième évolution, notre larynx s'est déplacé vers le bas, ce qui a donné à la langue plus d'espace pour bouger librement que chez les autres mammifères. Soudain, nous avons pu former des sons totalement nouveaux qui constituent la base du langage. Pour vous montrer l'appareil articulatoire, je vais prendre mon gentil assistant ici présent et l'ouvrir en deux.
Nous avons ici le larynx, puis le tractus vocal qui s'étend jusqu'aux lèvres. On peut donc considérer que l'évolution nous a donné la capacité d'émettre des mélodies et que les adaptations au-dessus du larynx nous ont permis de produire de nombreux sons différents en plus de ces mélodies. Nous étions donc capables de produire des mélodies avant de maîtriser les sons pour former des mots. Ce qui veut dire que nos ancêtres Chantaient peut-être. Avant de savoir parler, c'est possible. Se pourrait-il qu'à une certaine époque, nos ancêtres n'aient communiqué entre eux que par le chant? Un chercheur nommé Stephen Brown a émis l'hypothèse qu'il devait exister une sorte de musilangage, comme il l'appelait, c'est-à-dire un langage sonore, une sorte de bouillon primitif à partir duquel la communication vocale, la communication gestuelle et finalement le langage ont pu se développer. Le langage et le chant pourraient donc avoir un ancêtre commun. Mais les scientifiques ne sont pas d'accord sur ce point. Si on observe la nature, une chose semble claire. Le chant existait bien avant le langage et même avant l'apparition de l'être humain sur Terre. Les oiseaux, par exemple, étaient déjà présents à l'époque de leurs cousins, les dinosaures, et poussent la chansonnette depuis environ 33 millions d'années. Et si c'était eux qui nous avaient appris à chanter? À l'orée du XXe siècle, le psychologue et savant berlinois Karl Stumpf a émis l'hypothèse que l'être humain s'est promené dans la forêt, a entendu les oiseaux et s'est inspiré d'eux. Si c'était le cas, ça voudrait dire que la musicalité est aussi vieille que les dinosaures. Et qu'elle leur a survécu. Mais pourquoi pas après tout? Supposons que les oiseaux nous aient vraiment appris à chanter. Alors notre chant devrait être assez similaire au leur. Est-ce le cas? Il existe des similitudes structurelles, comme les éléments utilisés, c'est-à-dire l'assemblage de notes ou de syllabes, peu importe comment on les appelle. Le chant humain comporte bien sûr des harmonies, des attributs musicaux qui ont aussi été étudiés chez les animaux. Il existe par exemple des animaux qui semblent chanter une gamme musicale, mais des études récentes ont montré que ce n'est pas le cas. C'est plutôt notre oreille qui nous donne cette impression. Proches, mais pas identiques. Et pourtant, il existe des parallèles très nets dans nos cerveaux. Cela peut surprendre les profanes, mais les cerveaux des oiseaux sont relativement similaires à ceux des humains, en ce qui concerne les circuits neuronaux responsables de la production des sons, et même en partie au niveau génétique. Le cerveau des oiseaux chanteurs doit d'abord apprendre les chants complexes, tout comme nous apprenons nos chansons. Et il y a de quoi faire. Prenons l'exemple des rossignols. Ils maîtrisent plus de 250 phrases différentes. Mais ce genre de formation vocale est-il vraiment exceptionnel dans le monde animal? Les chiens, les cochons et les chevaux peuvent certes émettre des sons, mais ils n'ont pas besoin d'apprendre dans leur jeunesse comment se forment réellement ces sons. Le grognement est donc inné. Il semble qu'au cours de l'évolution, la capacité d'imiter des sons se soit développée au moins chez deux espèces, chez les humains et chez les oiseaux chanteurs, mais peut-être aussi chez certains autres animaux comme les baleines. Les baleines et les oiseaux chanteurs n'ont évidemment pas besoin de cours de musique. Ils sont formés par leurs parents. Les oisillons passent par plusieurs étapes d'apprentissage, du premier gazouillis au chant complet. Ils apprennent donc à chanter de la même manière que nous apprenons à parler. Au début, l'oisillon émet des sons pour que ses parents le nourrissent. Puis, à un moment donné, il commence à formuler une sorte de babil, qui est très similaire à celui des humains. Ce sont d'abord des sons inarticulés, un peu comme les petits enfants qui commencent par A, U, I, Ma, La, Lu, avant de prononcer maman. Chez le diamant mandarin, cette phase de babillage finit par aboutir à un chant qui ressemble davantage à celui de son espèce.
Il existe donc bel et bien de nombreux points communs entre les oiseaux chanteurs et nous. Mais chantons-nous pour les mêmes raisons? Si on réfléchit à l'utilité du chant, on se rend compte que dans le règne animal, il sert entre autres à la reproduction. Séduire des partenaires potentiels par le chant. Le naturaliste Charles Darwin pensait déjà que nous avons copié ce comportement chez les oiseaux. Chez eux, c'est une stratégie efficace. Mais cela marche-t-il aussi chez les humains? Les chanteurs professionnels, en particulier les hommes, possèdent ce qu'on appelle le formant du chanteur. Le formant du chanteur est une gamme de fréquences amplifiée dans la voix humaine, comprise entre 2500 et 3500 Hz, et que certains décrivent comme un son résonnant. Il s'agit d'un concentré d'énergie qui, en principe, passe au-dessus de la fréquence de l'orchestre, ce qui permet à un chanteur d'opéra de se produire avec un orchestre symphonique complet tout en restant audible. Des chercheurs australiens ont mené une étude avec le chœur de l'église Saint-Thomas de Leipzig, composé de jeunes garçons et au sein duquel les voix de basse sont chantées par des adolescents ayant mué. Lors des répétitions, le chœur s'est produit parfois devant un public exclusivement masculin et parfois devant un public mixte. Il s'est avéré que le formant du chanteur apparaissait davantage chez les voix de basse lorsque des jeunes filles étaient assises dans le public. Le formant du chanteur a eu un effet mesurable. Les jeunes filles dans le public ont bel et bien trouvé ces voix plus attrayantes. La conclusion est donc claire. Le chant a sans doute aussi pour fonction de se démarquer des autres garçons et d'être entendu par le sexe opposé. Chanter peut donc nous rendre plus attirants. Comme quoi, nous avons beau nous considérer comme les êtres les plus évolués de la création, à la fin, tout tourne autour d'une seule et même chose, quel que soit le degré d'évolution. Mais les oiseaux chantent-ils eux aussi pour le plaisir, comme nous sous la douche? Ça, on l'ignore. En revanche, certains oiseaux chantent sans contexte clairement identifiable, comme les diamants mandarins. On dirait qu'ils le font pour eux-mêmes. Il n'y a ni femelle ni mâle à proximité. On peut imaginer qu'ils en tirent un certain plaisir. Car même chez les oiseaux, le chant déclenche une décharge de neurotransmetteurs qui leur procure une sensation de bien-être. Décidément, les parallèles entre le chant humain et le chant des oiseaux ont de quoi surprendre. Mais il y a au moins une différence majeure. Ils ne chantent pas en chœur. Ils ne chantent pas non plus en rythme. Ils sont donc moins coopératifs et moins synchronisés que les humains. On pense qu'ils ne chantent pas ensemble, mais plutôt les uns contre les autres. Les études manquent à ce sujet. Nous, en revanche, nous adorons chanter ensemble. Et c'est un super pouvoir que nous possédons apparemment depuis longtemps. Mais en quoi cela a-t-il pu nous être utile sur le plan évolutif? La plupart des théoriciens de l'évolution partent du principe que la musicalité est apparue il y a tout au plus 100 000 ans et qu'elle est liée à l'évolution des primates. Les singes montrent également des signes de sens du rythme et du tempo. Nous avons développé ces capacités et avons pu créer une communauté grâce au chant, ce qui a peut-être été déterminant pour notre évolution. On ne peut survivre qu'au sein de communautés sociales. Et je pense que pendant longtemps, on a largement sous-estimé l'importance de la musicalité, et en particulier du chant, dans cette cohésion. Et l'importance du chant collectif est encore bien ancrée de nos jours. Je ne pense plus à l'état de mon compte en banque, au contenu de mon réfrigérateur ou aux tensions que j'ai pu avoir avec qui que ce soit. Quand on chante ensemble, je sais exactement ce que fait l'autre, c'est-à-dire la même chose que moi. À ce moment-là, il n'y a pas de place pour les malentendus ni pour les disputes, parce qu'on partage quelque chose ensemble. Au contraire, ça peut même avoir un effet convivial. Mais que se passe-t-il dans notre corps lorsque nous chantons ensemble? Cela libère des endorphines,
qui sont des antalgiques naturels. Il se produit le même phénomène lorsqu'on rit, qu'on danse ou qu'on mange ensemble. Et en fait, c'est la base des liens sociaux. Même notre rythme cardiaque s'harmonise. Chanter ensemble au sein d'une chorale est bon pour la santé. Cela réduit les hormones du stress, telles que le cortisol, et renforce notre système immunitaire. Ces effets peuvent être mesurés dans la salive des choristes. Chanter en groupe peut avoir des effets thérapeutiques. Au Royaume-Uni, il existe par exemple des projets de chorale pour les détenus, qui les accompagnent même après leur retour à la liberté. Cela leur apporte une continuité et des contacts qui peuvent les aider à surmonter la difficile transition entre la prison et le monde extérieur, car c'est un changement très compliqué à vivre. Je pense donc que l'idée d'une telle chorale est très efficace. Chanter ensemble peut être très puissant. Cette activité crée un sentiment d'appartenance et met l'accent sur ce qui est partagé. Dans la plupart des cultures, on ne regarde pas les autres chanter. Tout le monde chante ensemble. Reste un dernier problème à régler. Si je chantais en public, ce ne serait pas très beau à entendre. Que faire quand on chante mal ? Si on se penche sur la question de qui sait et qui ne sait pas chanter, on constate qu'il y a beaucoup plus de personnes qui se considèrent comme amusicales que celles qui le sont réellement. En fait, 95% des gens n'ont aucune raison de penser qu'ils chantent faux et qu'ils sont incapables de chanter en groupe avec un peu d'entraînement. Voilà qui est plutôt rassurant. Tout le monde peut chanter, parce qu'on vient tous au monde avec l'appareil qui le permet. Bon, ce n'est pas toujours aussi beau que chez les chanteurs et chanteuses professionnels. Mais qui a dit que c'était une obligation ? Je dirais que notre éducation musicale est un peu arriérée dans certains domaines, car elle fait fi de la pensée inclusive et tend à diviser les gens entre ceux qui savent chanter et ceux qui ne savent pas. Je trouve que ça ne rend pas vraiment justice à l'importance du chant. C'est l'instrument que tout le monde possède et pour la plupart des gens, c'est la première expérience musicale. Les gens devraient chanter plus et on devrait prendre ça plus au sérieux en tant que scientifique et en tant qu'humain. Alors n'ayez plus peur des fausses notes et chantez à gorge déployée. Car notre deuxième mode de communication est un moyen de nous connecter les uns aux autres. Peu importe que nous chantions comme des rossignols ou non.